Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous allez bien? Ok, on peut y aller. J'espère que vous êtes en forme. Cette année, on a voulu avec Florian faire une conférence sur ce qui nous plaît, l'immobilier et le digital. Comme vous le savez tous, l'immobilier, c'est un métier où l'humain est au cœur. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont en train de disrupter un petit peu ces métiers d'agents immobiliers, ces métiers des acteurs traditionnels. Et aujourd'hui, l'enjeu des professionnels de l'immobilier, c'est justement de s'inspirer de ces acteurs pour pouvoir s'auto-disrupter, industrialiser des process et automatiser tout ça en jouant sur leur force première qui est l'humain. On va analyser dans cette conférence 5 tendances majeures de l'immobilier et vous présenter les leaders de ces tendances pour à chaque fois en tirer 5 enseignements concrets pour que vous puissiez vous en inspirer pour mettre ça en place dans votre propre entreprise. Et le premier? On va commencer tout de suite avec le premier acteur, qui sont les agences immobilières low cost. Alors les agences immobilières low cost, vous les connaissez pour certains d'entre vous. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Levez la main, les gens qui sont en concurrence aujourd'hui avec des agences immobilières low cost, sur leur secteur et leur zone de chalandise. C'est ce qui est agence au forfait ou très très faible commission. Là, on voit les gens de la région parisienne, pas mal, qui ont levé la main. Pour ceux qui ne connaissent pas, les agences immobilières low cost, c'est des agences qui proposent un forfait à la place de la commission et des honoraires d'agents immobiliers. C'est des forfaits qui sont autour de 2000 € en France. Mais si on veut analyser bien la tendance des low cost, je pense que le plus simple, c'est de parler de Purple Bricks. Purple Bricks, ils sont lancés en 2014 en Angleterre. À l'époque, ils avaient levé 8 millions de livres sterling, c'est-à-dire 10 millions d'euros à peu près, un peu plus que ça. Et là, 4 ans après, aujourd'hui, ils ont quasiment 5% du marché anglais sur l'ensemble du Royaume-Uni. Donc c'est un acteur qui est allé très très vite et très très fort. En 2016, ils sont lancés en Australie. En 2017, ils sont lancés aux États-Unis. Entre-temps, ils ont levé plus de 310 millions d'euros pour faire avancer leur business, notamment 127 millions auprès de Axel Springer. C'est intéressant d'insister sur Axel Springer parce que Axel Springer, vous le connaissez, c'est un acteur normalement du portail immobilier traditionnel qui est notamment leader dans différents pays, en Belgique avec ImmoWeb qui appartient donc au groupe Axel Springer et en France avec Logic Immo et ce loger que vous avez au milieu du salon là. Et donc c'est intéressant de voir qu'un acteur du portail immobilier vient s'intéresser à des acteurs comme Purple Bricks qui sont en train un petit peu de disrupter les codes. Dernière chose, ils ont acheté au Canada et aux États-Unis Comfy et Duproprio, qui est le leader de la vente de PAP en Amérique du Nord. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas des petits acteurs, ces agences immobilières low cost, ce n'est pas les agents immobiliers low cost d'il y a 10 ans, c'est des gens qui sont surfinancés, la techno elle est prête et ils travaillent vraiment très très bien. Donc il y a plusieurs acteurs dans le secteur, vous avez peut-être entendu parler de Yopa qui en fait suivent Purple Bricks, Yopa, Savills qui a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dedans, Easy Property qui a été lancé par le fondateur d'EasyJet, Trelora qui a été lancé par, donc ça c'est aux États-Unis, Trelora qui a été lancé par un des anciens directeurs marketing de Remax, donc Remax qui est un acteur traditionnel, un agent de mandataire en France, un réseau de brokers aux États-Unis. Et en France, donc ceux qui ont levé la main tout à l'heure, vous connaissez sûrement Marton, qui est en fait qui fait partie du groupe MKvert et qui est un groupe suédois qui a déjà fait ce type de business en Suède, ou Proprio qui a levé 6 millions d'euros, ou encore Liberkeys qui a levé, si mes souvenirs sont bons, 1 million d'euros. Tout ça pour vous dire qu'ils sont nombreux, ils sont partout, et si on veut rentrer un petit peu sur le business, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils attaquent les professionnels de l'immobilier avec les mêmes arguments qu'eux. Les arguments, c'est on maîtrise la transaction, on a des experts locaux, on a un savoir-faire sur l'immobilier et vous êtes accompagnés grâce à nous. Et tout ça pour moins cher. Parce qu'ils attaquent clairement les agents immobiliers sur leurs commissions et on voit bien sur le site typiquement de Proprio qu'en fonction du prix de votre bien immobilier, ils vous disent vous allez pouvoir vous acheter un bateau, vous allez pouvoir vous acheter une deuxième maison. Quoi. Exactement. Et du coup, comment ils ont fait pour en arriver là? C'est qu'ils ont industrialisé tout le process petit à petit. À chaque étape, en fait, ils ont industrialisé le process pour minimiser les interactions humaines. Parce que c'est ça qui coûte de l'argent, c'est les interactions humaines dans l'immobilier. Mais c'est ça aussi qui est en fait un des points différenciateurs pour les professionnels traditionnels qui, eux, ont cet accompagnement humain.
Maintenant, ça veut dire une chose, c'est que le service qu'ils proposent en tant que low cost, ça doit être le service minimum de n'importe quel acteur de l'immobilier. Parce que si vous n'êtes pas aussi bon qu'eux à chaque étape du process, il n'y a aucune raison que les particuliers travaillent avec vous. Donc il faut que vous soyez au moins aussi bon à chaque étape du process et après vous apportez votre valeur ajoutée. Au niveau des caractéristiques des low cost, comme disait Vincent, forfait fixe, leur offre est claire, ils s'adressent qu'à une personne, principalement le vendeur. Et surtout, ils attaquent frontalement l'agent immobilier avec tous les tabous liés à l'agent immobilier, et notamment celui du fait que ça coûte cher, un agent immobilier. Donc, ils attaquent vraiment frontalement là-dessus. Donc, puisqu'ils s'attaquent frontalement aux agents immobiliers, nous aussi, on va aller s'inspirer des bonnes techniques marketing des low cost. Et ça va être la suite. On va vous donner 5 conseils pour vous inspirer vraiment des low cost pour booster votre business. La première chose, c'est ce que font les low cost, c'est qu'ils mettent en avant la différenciation face à la concurrence. Ils comparent concrètement leur service au service des agents immobiliers en mettant en avant toutes les faiblesses des agents immobiliers et en enfonçant des portes sur tous les tabous traditionnels qu'on retrouve dans l'immobilier. L'agent immobilier coûte cher, il fait mal son travail, il n'est pas encore sur Internet. Ils vont vraiment dans les tabous, ils appuient sur ça pour valoriser leur service et descendre le service des professionnels de l'immobilier. Donc bref, la comparaison est hyper importante. N'hésitez pas vous aussi à comparer votre offre à celle des concurrents, mais aussi à, si vous avez des acteurs du low cost sur vos marchés, à comparer leurs services à vos services traditionnels en agence. Une fois que votre offre elle est claire, parce qu'en fait l'idée c'est de simplifier la communication pour que le client il s'y retrouve et qu'il comprenne très facilement votre offre, et ben ne lésinez pas sur la communication et sur le marketing. Si je prends l'exemple de Purple Bricks, en 2017, c'est 14 millions de livres de sterling qui ont été investis juste sur le Royaume-Uni. Je ne parle pas des États-Unis ni de l'Australie, juste sur le Royaume-Uni. Et là, juste avant l'été, ils ont fait une annonce qu'en 2018, ce serait 21 millions de livres sterling qu'ils investissent. Pour parler des États-Unis, normalement, vous avez le graphique derrière moi. Vous voyez que les dépenses en termes de commercialisation et de marketing, ça représente entre 5 et 6 fois ce que ça leur rapporte sur le terrain. Mais au final, ce n'est pas très grave, parce qu'ils savent que le ROI va revenir derrière. Un propriétaire vendeur, il ne vend pas tous les 4 matins. Il ne connaît pas les agences immobilières, il connaît plus ou moins celles de son quartier, mais il y a un moment précis où il va vouloir vendre son bien immobilier. Et en fait, c'est pendant ce moment-là précis qu'il faut le toucher. Il faut que vous soyez la première marque qu'il ait en tête. Et pour ça, il faut investir dans le marketing. Tu avais une petite anecdote justement à ce sujet. Je discutais avec un ami à moi qui est agent immobilier en France et qui a 3 agences immobilières et qui est leader sur son secteur sur ces 3 agences immobilières. Chaque agence immobilière fait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et je lui demandais c'est quoi ton secret, parce que là il a ouvert une 4e agence, et je lui demandais c'est quoi ton secret pour toujours réussir à prendre très vite des positions. Il me répondait c'est hyper simple. Je dépense 3 ou 4 fois plus en marketing que n'importe lequel de mes concurrents. Du coup, sur Internet et en local, on voit que moi. Donc dès qu'un propriétaire vendeur il cherche à mettre son bien sur le marché, et ben, il voit que moi. Du coup, les gens me contactent forcément. Après, moi, je transforme le mandat. Mais du coup, je rentre plus de mandats. Et comme j'ai plus de mandats, je suis plus visible. Et comme je suis plus visible, je rentre plus de mandats. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Et après, derrière, il faut processiser l'entrée de mandat. Et concrètement, sur Purple Bricks, c'est assez intéressant comment ils ont fait ça, puisque le plus gros bouton que vous allez avoir, c'est Book Evaluation. Donc, c'est demander une estimation. Et après, derrière, vous avez un formulaire super simple où vous rentrez juste le code postal, vous cliquez sur 2 boutons pour dire ce sera le 4 octobre à 13 h, je ne sais pas sur quoi ils cliquent, et sur le côté, vous avez les experts du quartier qui sont là, et vous voyez leur performance avec le nombre de ventes, le nombre de reviews qu'ils ont, donc de témoignages, et puis un petit truc Trustpilot en dessous pour encore plus rassurer le client. L'idée, c'est que le process, il doit être fluide, parce que si vous dépensez beaucoup d'argent en communication et en marketing, vous allez forcément avoir beaucoup de leads à gérer. Et si vous n'êtes pas capable de les transformer rapidement dans votre entrée de process de mandat, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est hyper important de bien processiser votre entrée de mandat, ça doit être fluide, ça doit être rassurant, et vous devez savoir combien vous avez de signataires pour combien de leads au départ. Ensuite, la fluidité, elle doit continuer.
Et c'est là où ils ont été très forts, ces acteurs-là, c'est qu'ils donnent un outil en fait dans les mains du propriétaire qui est vendeur. On a tous l'habitude aujourd'hui d'utiliser des outils comme Uber, comme Airbnb, comme Amazon, où on a notre espace privé sur lequel on peut commander tout un tas de choses, suivre les commandes et tout. Et donc dans tous les domaines, cet espace privé, il est devenu indispensable. Et l'immobilier, il n'est pas en reste. Aujourd'hui, c'est en train de devenir indispensable d'avoir son espace privé dans l'immobilier. Et typiquement, si je regarde ce que fait Purple Bricks, et ben aujourd'hui, un propriétaire vendeur, il peut créer son propre diaporama de photos pour communiquer sur les réseaux sociaux, voir toutes ses photos, voir en temps réel son rapport de performance, le rapport de performance de son bien immobilier, le rapport marketing de son bien immobilier, et il peut contacter l'agent immobilier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bon, il ne va pas toujours tomber sur l'agent immobilier et derrière, ils ont processisé le truc, mais l'idée, c'est qu'ils ont accès à un espace où ils peuvent tout faire et ils ont l'impression d'avoir le pouvoir. Et le truc, c'est que les vendeurs actuels, puisque tous les réseaux, que ce soit de mandataires ou les réseaux traditionnels, commencent à lancer leurs espaces privés, les vendeurs d'aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser ces outils-là. Donc, quand ils montrent comment se passe la vente de leurs biens, eh ben, ils montrent ces outils-là. Donc, tous leurs amis, quand ils vont vouloir vendre leurs biens, ils vont vouloir avoir ces outils-là. Donc, c'est en train de devenir indispensable aujourd'hui d'avoir un espace privé dans l'immobilier pour fluidifier la relation avec le client. Et bien sûr, je vous apprends rien en vous disant que ces outils-là, ils sont mobiles. C'est clairement sur le mobile que tout se joue. Je vais juste vous donner 2 stats. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 se connectent au moins une fois par jour via son mobile sur Internet. Donc ça veut dire que c'est totalement devenu indispensable. Je ne vous pose pas la question, je pense que là, on est même à beaucoup plus que ce chiffre-là. Mais il faut savoir que pour les CSP+, qui sont donc plus à même d'être propriétaires et donc du coup d'avoir des biens immobiliers à vendre, c'est 9 personnes sur 10. Donc si vous n'êtes pas sur mobile et que vous n'avez pas une expérience sur mobile, vous perdez 90% de vos clients potentiels. Clairement, et justement, les acteurs qui sont très bons sur le mobile, c'est ce qu'on a appelé, nous, les New Gen Under Steroid. Et quand je parle de cette tendance, je te parle d'acteurs comme Compass, comme Redfin ou comme KW, qui sont 3 acteurs majeurs aux États-Unis qui étaient peu connus il y a 10 ans et qui maintenant sont sur toutes les bouches dans l'immobilier. En gros, sur cette présentation, enfin sur cette tendance, on va beaucoup se concentrer sur Compass. Compass, c'est la 2e boîte la plus financée au monde dans l'immobilier avec 1,2 milliard de dollars levés. C'est énorme. 400 millions de dollars annoncés la semaine dernière en plus. Ça fait un acteur hyper important. Leur objectif, c'est d'avoir 20% des 20 plus grosses villes américaines. Donc d'être leader sur ces villes. Ils sont aujourd'hui sur 19 marchés et en train de prendre des places de leader. Leur credo à Compass, il est simple, c'est la technologie au service de la productivité des agents immobiliers. On avait vu le fondateur Robert Reffkin aux États-Unis qui nous expliquait que grâce à l'intelligence artificielle, les agents allaient pouvoir devenir 10 fois plus performants. Ensuite, on a des acteurs, tu allé un peu vite, on a des acteurs comme Redfin, dont on parlait beaucoup il y a 3 ans, qui était à la base plus un acteur type low cost, mais qui aujourd'hui a compris l'enjeu d'investir dans la technologie et dans l'humain là-dessus. Et des acteurs comme KW, que vous connaissez certainement, qui a une énorme place de leader aux États-Unis, qui a débarqué en France il y a quelques années. Quand on avait vu la dernière conférence à New York du patron de KW, il nous expliquait qu'aujourd'hui, ils n'étaient plus une entreprise immobilière, mais ils se considéraient comme une entreprise de technologie. Donc on voit vraiment que le changement de paradigme qui est en train d'être fait là-dessus. Ouais, sachant qu'ils ont en plus fait un partenariat avec un leader de l'intelligence artificielle, Keller Williams, il y a quelques semaines pour justement améliorer tout ça. Ouais. Si on regarde les caractéristiques justement un petit peu communes, donc plutôt en fait les caractéristiques de Compass que ces acteurs sont en train d'essayer de copier, c'est clairement ce que disait Florian, c'est-à-dire ils investissent tout dans la performance des professionnels de l'immobilier. C'est ça leur credo. Ils font un focus sur l'automatisation des services et un investissement massif dans l'intelligence artificielle. Leur objectif, c'est de faire des super agents immobiliers et ils communiquent énormément là-dessus. Du coup, on a étudié Compass énormément. On va se concentrer un petit peu là-dessus et on a trouvé leurs forces et voici les 5 conseils, en tout cas nous ce qu'on voit que vous pouvez utiliser dans votre business pour le booster. Le premier conseil, c'est de recruter les meilleurs et de les fidéliser.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce scandale aux États-Unis justement concernant Compass, qui est ultra agressif sur son recrutement. En gros, leur stratégie, c'est quand ils vont sur un nouveau marché, quand ils ouvrent une nouvelle ville, ils vont voir les leaders, ils les rachètent. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir certains leaders, ils ont étudié les chiffres pour le rachat, ils ont vu quels étaient les meilleurs managers, les meilleurs négociateurs. Ils leur ont fait une proposition, on multiplie par 3 votre salaire si vous partez avec nous. Ils ont débauché les meilleurs et ils n'ont pas racheté les compagnies. Sympa. Donc ils vont sur ce genre de technique parce qu'ils ont compris que l'humain était au cœur du business model, même s'ils les équipaient de technologie, même s'ils investissaient des millions dans la technologie, il leur fallait les meilleurs pour réussir à performer. Mais à côté de ça, ils ont aussi une politique plus sympa Compass, puisqu'ils ont aussi développé quelque chose pour leurs agents en interne. Aujourd'hui, aux États-Unis, se former, étudier, c'est très cher. Se payer un coach, c'est très cher. Donc, ils proposent à tous leurs agents un prêt à taux zéro pour qu'ils aillent se former, pour qu'ils aillent se faire coacher, pour qu'ils progressent dans l'industrie immobilière. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a une grosse force, puisqu'ils aident leurs agents là-dessus. Et puis, on en reparlera aussi sur d'autres éléments un peu plus tard. Ensuite, pour avoir les meilleurs, ils ne s'arrêtent pas là. Il donne aussi accès à quelque chose qui est très très important, c'est la donnée dans l'immobilier. On le sait aujourd'hui que la donnée, elle est clé dans l'immobilier. Si vous vous baladez sur le Rennes, tout le monde va vous parler de data. Et c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, avec les solutions qu'on est capable de mettre en place intelligentes, on peut faire travailler la donnée. Et par exemple, une des premières applications qu'a sorti Compass s'appelait Compass Market. Et en fait, n'importe quel professionnel de l'immobilier, c'est ce qu'on voit derrière moi, peut aller sur sa zone de chalandise, se connecter et voir quelles sont toutes les stats sur sa zone de chalandise. Donc ça va être le nombre de biens vendus classé par nombre de chambres, nombre de pièces et compagnie, quel pourcentage du stock ça représente. Enfin voilà, tout un tas de données consolidées. Ils ont même la marge de négociation des prix moyennes par type de bien immobilier. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu là, mais en un clic, ça crée un rapport que vous êtes capable d'envoyer en fait à votre prospect vendeur. Et donc, ça permet d'aller très très vite pour appuyer des positions et de donner accès à des outils qui sont vraiment performants. Le travail des agents immobiliers. Ils ont un deuxième outil qui est assez intéressant qui s'appelle Insight en fait et qui permet de récupérer toutes les informations sur combien de fois le bien immobilier a été vu sur le site internet, combien de contacts il y a eu, est-ce que c'est des nouvelles personnes ou est-ce que c'est des personnes qui sont déjà venues auparavant. Tout un tas de choses qu'on peut trouver dans Google Analytics, mais eux, ils ont préformaté ce travail-là parce que ça va permettre à l'agent immobilier derrière de gérer ses dépenses marketing, d'aller renégocier les prix des mandats et ainsi de suite. Et tout ça, évidemment, c'est sur mobile et c'est dans la poche du professionnel de l'immobilier. Donc ils investissent massivement dans les outils. Il suffit de voir ce tableau qui compare leurs avantages concurrentiels sur leurs outils versus les réseaux traditionnels. Il y a aussi un outil qui est une sorte de Pinterest pour collaborer avec tes clients de façon visuelle sur leur projet immobilier. On a un outil pour générer tous tes documents print directement depuis une interface web, etc. La même chose pour les réseaux sociaux. Ils ont un CRM en interne customisé. Bref, tout un tas d'outils, mais la force de tout ça, parce que tous ces outils, vous en avez déjà entendu parler, on va les voir dans le salon, mais c'est qu'ils ont tout uniformisé, mis ça dans la poche d'un agent immobilier et couplé tout ça et connecté tous ces outils ensemble pour que l'agent ait juste à faire 2-3 actions directement sur le terrain pour avoir tout ça. Ensuite, là où ils sont très forts, c'est vu qu'ils ont compris que il fallait recruter les meilleurs et les garder, et que l'humain était au centre de leur stratégie, ils se sont dit on va aller plus loin que simplement mettre une photo d'agent immobilier sur notre site. On vous avait parlé il y a quelques années lors de notre conférence, on parlait de Redfin, des avis et notations sur leur page agent. Compass va une coche plus loin. Ce qu'ils font, c'est qu'ils payent un photographe professionnel qui suit l'agent immobilier sur le terrain, qui crée un reportage de lui en action dans son quotidien, dans le quartier, etc. Donc l'agent a sa propre bibliothèque de photographies pour communiquer sur ses réseaux sociaux, sur ses prints, etc. On n'est plus sur des banques d'images génériques. Et la force de tout ça, l'agent communique du coup sur l'humain. Et au niveau du groupe, vu que tous les agents font ça, ils se retrouvent avec une communication hyper cohérente où l'homme est au cœur de toute la communication. Ouais, c'est surtout que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la marque, c'est important pour rassurer le client. Mais la réalité, c'est que le propriétaire-vendeur, il va bosser avec un agent immobilier. Et c'est l'être humain qui veut connaître et avec qui il va travailler. Et c'est ça qui permet en fait de créer du lien avant même de se rencontrer. Mais pour réussir à faire tout ça, en fait, ça participe surtout d'une espèce de vision très très forte
qui permet en fait de faire adhérer tout un tas de professionnels de l'immobilier. Si vous voulez recruter les meilleurs, l'argent c'est pas forcément suffisant. Il faut aussi qu'il y ait des valeurs qui soient communes. Et Robert Reffkin, donc le fondateur de Compass, il est vraiment très fort là-dessus. Il a une vision qui est assez claire. Déjà, il considère tous les il a un vrai amour pour les agents immobiliers et il considère que c'est la profession qui est la plus optimiste du monde parce que c'est la seule profession où vous passez votre temps à vous prendre des bâches toute la journée et vous allez quand même un coup plus loin pour aller chercher le client et compagnie. La deuxième chose, c'est qu'il a une vision pour l'immobilier. Il dit que n'importe quel agent immobilier, dans 10 ans, il pourra être 10 fois plus productif grâce à l'intelligence artificielle. Et il a un combat aussi, et ça c'est plus pour l'anecdote, pour montrer jusqu'à quel point il communique là-dessus. Aux États-Unis, les agents immobiliers, ils ont une couverture sociale qui est vraiment très mauvaise. Et du coup, lui, il dit que dans quelques années, cette couverture sociale, ce sera la même que pour n'importe quel salarié d'entreprise. Et il a lancé, là, il y a un peu moins d'un an, une assurance santé pour l'ensemble de ses agents immobiliers au sein de Compass. Donc, au-delà des mots, il met des actions en face. Et quand il communique sur tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne communique pas pour Compass. Ça va au-delà de la marque. Il parle de l'industrie immobilière. Il parle des self-made men de l'immobilier. Tout ça pour dire que c'est cette vision-là qui fait que ça fait adhérer les gens et c'est comme ça que vous allez réussir à recruter les meilleurs. Donc, en tant que manager, directeur d'agence ou équipe immobilière, il faut aller plus loin que le simple chiffre d'affaires de la fin du mois ou de la fin de l'année. Il faut vraiment réussir, si vous voulez embarquer une équipe avec vous, à donner une vision qui donne envie aux gens de travailler avec vous et de voir où est-ce qu'ils sont prêts à aller. Clairement. Et ceux qui ont compris que la vision était importante, et ça va introduire notre troisième tendance, c'est les e-buyers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Quand on parle d'e-buyers, on parle de compagnies comme Opendoor. Concrètement, c'est des marchands de biens 2.0. Ils vous concurrencent aujourd'hui probablement pas sur vos marchés, mais sachez qu'ils arrivent au galop. Concrètement, on a des acteurs, donc Opendoor qui est vraiment le gros leader copié par tout un tas d'autres acteurs. La semaine dernière, combien? 400 millions de levées? Ouais, c'est la semaine des 400 millions. Là. Ouais, semaine des 400 millions. Ils ont négocié une marge de crédit de 2 milliards pour pouvoir faire leur travail de marchand de biens correctement. Aujourd'hui, c'est 1000 maisons achetées par mois aux États-Unis. Donc un petit stock. Ils ont à côté de ça l'objectif de s'étendre sur 50 marchés d'ici 2020. Aujourd'hui, ils sont sur 16 marchés et cette nouvelle levée de fonds a pour but aussi d'aller à l'international. Et tu penses qu'ils vont venir à Paris, par exemple? Alors, il n'y a pas d'annonce claire sur est-ce qu'ils débarquent en France, mais je peux vous dire, pour avoir bien analysé toute leur communication, que j'ai vu plusieurs tours Eiffel traîner dans leurs vidéos. Donc ouais, je pense qu'ils vont arriver et que ça sera un des marchés cibles parce que c'est un des marchés assez prestigieux pour eux. La tendance des e-buyers, elle fait bouger tout le monde aux États-Unis. On a d'un côté des acteurs traditionnels comme Zillow qui est le portail leader aux États-Unis, c'est le se loger local. Zillow qui, face à l'émergence d'Opendoor, a lancé Zillow Instant Offer, donc son propre service de e-buyer. On a aussi des acteurs traditionnels. On a de la chance, il y a eu des belles annonces la semaine dernière. On a d'un côté Keller Williams, États-Unis, qui a annoncé avoir opéré un test de service e-buyer aux États-Unis et déjà acheté 100 maisons via son service e-buyer. Et on a Realogy qui détient les franchises ERA, Century 21, Sotheby's, Coldwell Banker et tout un tas d'autres marques, qui a annoncé la semaine dernière aussi qu'ils allaient lancer leur propre service de e-buyer au travers de leur marque Coldwell Banker aux États-Unis. Donc, il y a vraiment les différents acteurs qui bougent. Côté France, on a 2 acteurs identifiés, Homeloop, gagnant de la startup Prent 2016, ouais. 2016, et Dili, le service de DigiTRE, où c'est pas mal de marques connues. C'est Capifrance, Optimum, Refleximo. Et il y a un autre acteur aussi qui s'est dévoilé récemment, qui s'appelle vendezvotremaison.fr et qui est opéré en sous-marin depuis un petit moment. Et là, ils ont lancé la marque vendezvotremaison.fr et ils ont sécurisé 1600 ventes en France. Déjà, donc ce n'est pas des petits acteurs non plus. Donc ça avance. En soi, les e-buyers, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Ils s'appuient principalement sur les faiblesses du modèle actuel de l'immobilier et sur toutes les frictions. Hein. C'est vraiment le propre des disrupteurs. Et plus qu'un long discours, je vais vous montrer la publicité de Opendoor qu'on vous a sous-titrée pour que vous compreniez là où ils tapent. Traditional way can be a long process. You have to set the price, second guess the price, prep the house, paint the house, recarpet the house, declutter the house. It's really cluttered. Decat smell the house, fix this, replace that, toss these, get rid of those, list the house, pick up the toys, bake some cookies, have an open house, let strangers rummage through your closets.
wait for an offer, freak out that you overpriced it, have another open house, get interrupted during dinner. Hello. Leave for a showing, get an offer, lose the offer, get another offer, haggle, accept the offer, have inspections, fix more stuff, go into escrow, hope they don't bail on the offer, close a month later, and then realize you could have had the same offer from Opendoor months ago. So sell your house to Opendoor and skip all the stress and uncertainty. Get your free offer in 48 hours at opendoor.com. Efficace. Pour le coup, la vidéo, elle résume bien ce qu'ils proposent. Ils abordent beaucoup le côté stress, le côté simplicité du coup qu'eux mettent en avant. Et si on regarde un petit peu les caractéristiques communes de Opendoor et de ses concurrents sur le marché, il y a 3 choses à mettre en avant qui sont importantes. La première, c'est qu'on donne le pouvoir au client vendeur. Le client vendeur, il est vraiment roi dans tout ce process. Et un exemple que je vais vous donner, c'est que c'est le vendeur qui fixe sa date de déménagement. Et à partir de ce moment-là, Opendoor s'organise pour pouvoir vendre son bien immobilier. Donc, il est vraiment roi dans tout ce process-là. Et puis après, derrière, ils ont simplifié l'ensemble des étapes du process et surtout, ils l'ont sécurisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de trouver d'acheteur au final, puisque c'est Opendoor qui rachète le bien, donc il n'y a plus besoin, il n'y a plus ce stress de trouver un acheteur. Et du coup, en sécurisant la transaction, eh ben, ils enlèvent ce mot-clé qui est très important et qu'on va aborder plus tard, c'est l'incertitude qui est liée aujourd'hui à la vente de son bien immobilier. Et en fait, ils ont travaillé sur tous les pain points, les cailloux dans la chaussure, les douleurs clients, appelez ça comme vous voulez, mais c'est sur ça que travaillent les disrupteurs pour pouvoir changer un marché. Et clairement, aujourd'hui, les outils comme Opendoor sont des disrupteurs à tel point que s'ils continuent à performer comme ça, on se posera la question de comment on faisait avant pour vendre un bien immobilier. Opendoor, on connaît très bien, je pense que tous les lecteurs d'Immobilier 2.0, on a entendu parler plein de fois, ceux qui viennent au Rent aussi, on a entendu parler plein de fois. Et du coup, on a tiré 5 conseils pour que vous puissiez vous inspirer de ces acteurs-là dans votre business. Le premier, c'est de dédramatiser la transaction immobilière. Aujourd'hui, pour un particulier vendeur, vendre sa propriété, c'est un vrai parcours du combattant, c'est compliqué, il y a du stress. Comme on disait, il ne sait pas quand il va vendre, etc. On voit dans la communication d'Opendoor, là, sur ces visuels, à chaque fois, il y a un petit bébé, comme si on avait envie de déménager au moment où on vient juste d'avoir un nourrisson. Donc tout ça pour vous rappeler que c'est simple avec Opendoor et ils sont sur ce discours marketing et cette communication. Donc vous aussi, jouez de ça, jouez de dédramatiser la transaction immobilière. Vous êtes des professionnels de l'immobilier, on vous embauche pour ça. C'est comme moi, si j'ai un contrat à rédiger, j'ai 2 choix. Soit je le fais moi-même, soit je vais voir un avocat. Quand je vais voir un avocat, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec l'alinéa 3 de l'Astérix ou la jurisprudence. C'est son métier, c'est ses détails. Donc vous aussi, communiquez sur la simplicité. Vous embauchez un expert, je vais m'occuper de tout, pas de stress. Donc ça peut être sur vos communications, sur votre site, sur vos réseaux sociaux, en rendez-vous. Rassurez le client, dédramatisez lui la transaction immobilière. Vous en avez fait plein des transactions immobilières, alors qu'un vendeur, il va en faire 1, 2, 3 dans sa vie. À chaque fois, il flippe. Une date et un prix. Au bout du compte, tout ce qui compte pour un particulier vendeur, c'est combien j'ai dans ma poche et dans quel délai de vente je vais pouvoir vendre. Tout le reste, que le marché soit tendu, ça soit un marché d'acheteurs, de vendeurs, que sur ce type de propriété, ça soit compliqué de vendre, etc. Il s'en fout, lui, ce qu'il veut savoir, c'est combien, quand. Et donc, vous devez communiquer là-dessus et faire le nécessaire et vous engager sur un prix et sur un timing. Et ça va me permettre d'enchaîner sur le conseil suivant. C'est que vous devez maîtriser votre processus d'estimation, mais surtout afficher de la certitude. Aujourd'hui, quand un vendeur il va avoir 3-4 agences, qu'il a 3-4 estimations à des prix différents, qu'il retourne voir son agent et que le prix change, etc., ça ne lui donne pas confiance parce qu'il n'y a pas de certitude sur le prix. Il a l'impression de marchander un prix pour sa maison. Vous devez afficher de la certitude sur vos estimations, sur vos prix, sur vos process pour le rassurer le client. Il y a plein de coachs de formation aujourd'hui qui vous apprennent à défendre un prix. Défendez vos prix auprès des clients. Vous êtes les experts et communiquez sur votre capacité à vendre au prix. Ah ouais, agent immobilier, ce n'est pas marchand de tapis. Il y a certains qui ont tendance à croire que c'est un peu ça. En fait, tous ces conseils-là, ils sont faits pour que vous vous concentriez à fond sur l'entrée de mandat. En tout cas, c'est ce que fait Opendoor. Opendoor, ils s'en fichent de vendre le pain. Ils ne s'en fichent pas de vendre le bien immobilier, bien sûr qu'ils veulent le vendre, mais ce n'est pas leur problématique. Aujourd'hui, il faut savoir que Opendoor, ils vendent que 40% de leurs biens immobiliers
par eux-mêmes. Et en fait, ces 40% de biens immobiliers, ils les vendent sans effort. Parce qu'ils les ont achetés à un prix, comme le disait Florian tout à l'heure, qui est forcément, vu qu'ils veulent vendre vite, qui a un prix plus bas que le marché. Donc, il n'y a pas d'effort pour vendre le bien immobilier. Et même, de toute façon, une fois qu'ils ont rentré les biens immobiliers, ils les mettent sur le MLS de la ville sur laquelle ils travaillent. Et puis après, n'importe quel agent immobilier peut vendre le bien immobilier. C'est les autres agents qui vendent le bien d'Open Door. C'est ça. Et en fait, je pense même que Open Door, en réalité, si jamais les agents immobiliers ils vendaient 100% de leurs biens immobiliers, pour eux, ce serait pareil. Ils s'en fichent. Ils savent que c'est eux qui ont la valeur parce que c'est eux qui ont le stock et c'est eux qui ont les mandats. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, concentrez-vous sur votre valeur ajoutée et n'hésitez pas, vous, à déléguer de temps en temps à d'autres agences immobilières ou à trouver des sorteurs de mandats. Mais en tout cas, concentrez-vous vraiment sur votre entrée de mandat et là-dessus, c'est là que vous devez avoir une vraie force et une vraie valeur ajoutée. La vente, laissez-la à d'autres qui n'arrivent pas à rentrer des mandats. Enfin, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, une expérience client, c'est pas simplement bon, j'ai fait mon job. Si tu veux vraiment réussir à marquer le client, il faut aller toujours un coup plus loin. Il faut analyser les problématiques des clients et réussir à proposer des solutions en face et des solutions qui peuvent être gagnant-gagnantes. Typiquement, je prends l'exemple d'Open Door, encore une fois. Il y a plein de choses que je pourrais prendre en exemple. Mais il y a un truc qui est assez marquant, c'est qu'ils ont sorti la première vente immobilière satisfait ou remboursée sous 30 jours. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien immobilier avec Open Door, tu vas dans le bien immobilier, puis si au bout de 28 jours, finalement, ça ne te plaît pas, ce bien immobilier, bah, tu peux le rendre. Sauf qu'en réalité, on se dit, ah ouais, ils sont assez fous. Sauf qu'en réalité, ils le rachètent. Et le business model d'Open Door, c'est un business model d'agent immobilier. C'est-à-dire qu'ils prennent entre 6 et 12% à chaque fois qu'eux rachètent un bien et qu'ils doivent le revendre. Donc, ils prennent une commission comme n'importe qui. Ça veut dire qu'en moins de 30 jours, si jamais le bien ne vous plaît pas, ils ont touché 2 fois la commission. Donc le service, il est parfait pour tout le monde parce que ça rend service à la personne qui a acheté et qui s'est trompée et qui est dans le stress. Ça t'a coûté cher, là, par contre, de t'être trompé. C'est un peu plus cher qu'une nuit d'hôtel. Mais en réalité, c'est un service qui peut être gagnant-gagnant. Donc à vous d'analyser justement les choses que ne satisfont pas votre concurrence pour voir où est-ce que vous pouvez vous positionner, où est-ce que vous avez des endroits où vous pouvez améliorer des choses et des services parce que c'est comme ça que les gens se souviendront de vous et c'est surtout comme ça que vous allez pouvoir vous différencier par rapport à la concurrence et être unique aux yeux des clients. Ok, maintenant qu'on a parlé de transactions immobilières, on voulait s'intéresser à un autre métier qui est la gestion locative. Et avec cette tendance, les gestionnaires automatisés, on les a appelés, qui font des choses aussi assez intéressantes et ça valait le coup d'en tirer des enseignements. Vincent, toi, tu es allé voir un petit peu tout ça. Tu nous fais un panorama de l'écosystème ? Du côté de la gestion locative, on sait qu'il y a aussi un tas de stress, un tas de friction, que c'est quelque chose qui n'est pas super simple. Et du coup, on a été voir un peu les acteurs. Il y a plusieurs... vous savez tous que les logiciels immobiliers, les logiciels se sont positionnés là-dessus pour concurrencer les professionnels de l'immobilier, administrateurs de biens et compagnie, et qu'ils essayent plus ou moins de les remplacer. Il y a plein de logiciels qui sont connus. D'ailleurs, la première licorne de la PropTech, c'est un logiciel qui s'appelle SMS Assist. Donc c'est une startup qui a été valorisée plus d'1 milliard de dollars pour justement du property management. Mais ceux qu'on connaît bien aux États-Unis, c'est Mine, c'est Goodlord, c'est Cozy, ce genre d'acteurs-là. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou Ratpad. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est ceux qui sont allés un coup plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont internalisé ces logiciels-là où ils les ont créés eux-mêmes et ils font le vrai travail de gestionnaire locatif à la place des professionnels de l'immobilier. Il y a une boîte qui s'appelle Different en Australie qui est devenue un administrateur de biens low cost, donc la première tendance mélangée avec celle-là. Et en France, on a aussi beaucoup d'acteurs qui sont assez bons là-dedans. Je pense notamment à HomePilot qui a levé 1 million d'euros il y a quelques temps, et aussi à Flatlooker qui a levé des fonds aussi, hier 1,5 million d'euros, ou à l'agence Blue. Et à ces gens-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Flatlooker, comme l'agence Blue, ils sont arrivés en disant il y a un problème à cet endroit-là du process de gestion locative. Et aujourd'hui, ils remplacent totalement la gestion locative parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas qu'un problème à cet endroit-là, qui était soit la visite, soit la validation des dossiers, et ainsi de suite. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques des gestionnaires automatisés parce qu'on va en parler plus en détail dans les conseils. Ce qu'il faut retenir, c'est que pareil, ils mettent en avant la simplicité et la sérénité. Comme dans la tendance d'avant, c'est que ça va être simple. La gestion locative, c'est pas forcément simple, c'est un peu stressant, mais eux, tout leur discours marketing est autour de la sérénité. Voilà. Je te laisse continuer. Ouais, ils jouent beaucoup sur l'inefficacité des acteurs actuels, et on va voir justement dans ces 5 conseils un peu qu'on va vous donner. Le premier conseil, c'est qu'aujourd'hui, on sait que dans la gestion locative, il y a 100 000 trucs à gérer.
il faut envoyer les quittances, il faut appeler le plombier quand il y a un problème, il faut prévenir le locataire, il faut faire tout un tas de choses. Et pour répondre à ces problématiques-là, même les logiciels, ils ont dit très simplement, on va tout centraliser à un seul et même endroit. Et comme ça, vous pourrez tout gérer à un seul et même endroit. Et rien que ça a de la valeur pour n'importe quel particulier, même qui travaille déjà avec un administrateur de biens. Mais les agences qui sont en train de concurrencer les administrateurs de biens, eh ben, ils arrivent avec plus ou moins la même explication en disant c'est nous l'interface unique. Et du coup, je vous fournis juste un outil pour vous dire c'est bon, ça a été géré, ça a été géré, ça a été géré. Mais en fait, si on pousse le vice un tout petit peu plus loin, ça veut dire que n'importe quel administrateur de biens aujourd'hui est l'interface unique de son client et qu'il faut communiquer là-dessus, qu'il n'y aura pas de prise de tête parce que nous, on est là et donc vous n'aurez pas de problématique derrière. Si en plus, on peut fournir un petit outil pour lui dire que tout s'est bien passé constamment, eh ben, ça va vraiment aider le particulier et ça va vous aider à transformer. Pour vous aider à transformer, il y a aussi un point qui est essentiel, c'est qu'il faut automatiser toutes ces tâches qui ont zéro valeur ajoutée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, envoyer un mail au plombier, vérifier que le locataire il est dispo à telle ou telle heure, lui dire que c'est réparé, envoyer la facture au propriétaire et ainsi de suite et ainsi de suite. Toutes ces actions, si c'est encore vous qui envoyez les mails, si c'est encore vous qui envoyez les SMS, si c'est encore vous qui passez les coups de téléphone, vous êtes plus concurrentiel. Il faut automatiser tout ça. Les logiciels le font déjà, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas des êtres humains font déjà toutes ces automatisations-là. Donc allez-y à fond et automatisez un maximum de chances parce que sinon, vous n'allez pas être concurrentiel et si vous n'êtes pas concurrentiel, dans quelques années, vous êtes mort parce que les autres seront beaucoup plus concurrentiels que vous. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez simplifié le process pour le client, eh ben, montrez-leur que c'est simple et que vous allez leur faire gagner du temps. Parce qu'un client, la seule chose qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que je paye. Donc il faut vraiment faire des schémas qui sont super simples pour bien que lui comprenne ce qu'il paye. Après, il ne faut pas aller trop loin dans l'idée non plus, parce que je vois sur beaucoup de sites de gestionnaires immobiliers, je vois des gens qui mettent des pavés de choses à faire que l'agent immobilier va gérer, sauf qu'en vrai, ça crée du stress. Donc ça veut dire que le client, quand il arrive sur le site internet du gestionnaire qu'on a trop mis, eh ben, il arrive et ça crée du stress chez lui. Alors que l'objectif, ce n'est pas de créer du stress, justement. C'est de montrer qu'effectivement, vous faites beaucoup de choses, mais que tout ça, c'est simple. Et si lui, sur toute la valeur, sur toute la chaîne de valeur, vous lui montrez que c'est simple, jusqu'au moment où vous allez signer le client, eh ben, il aura plus envie de travailler avec vous, quelqu'un qui lui simplifie la vie que quelqu'un qui lui génère du stress. Clairement. Et le quatrième conseil, c'est d'utiliser la technologie à chaque étape de vos processus clés. Par exemple, Flatlooker utilise la visite virtuelle pour les visites. L'agence Blue, ils utilisent le dépôt de dossiers en ligne et ils scrapent les dossiers pour préqualifier les locataires. Quesimo, ils utilisent la visioconférence pour le premier entretien avec le locataire au lieu de qu'il se déplace. Tous utilisent la signature électronique. Bref, vous devez vous poser la question à un moment en décomposant votre processus de transaction, de vous dire quelle techno je peux mettre pour résoudre cette problématique, qu'est-ce qu'elle apporte au client et qu'est-ce que moi, elle me fait gagner comme temps. Et c'est ça la clé, c'est que chaque techno a son utilité et doit à la fois vous faire gagner du temps et à la fois être un avantage concurrentiel auprès de vos clients. Et ça peut être de la techno invisible aussi pour le client. Quand on parle d'envoi de SMS, de toutes ces choses complètement automatisées, le client, il ne le voit pas. Ce qu'il a, c'est le résultat. Il a l'impression d'avoir un suivi personnalisé. Il ne voit pas la machine derrière, mais vous avez mis la techno. Dernier conseil pour cette tendance, c'est aller plus loin que vos concurrents, différenciez-vous. Et il n'y a pas que la techno pour ça, il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, Quesimo, ils mettent en avant le fait qu'ils arrivent à signer 72 heures après la visite le locataire. HomePilot, le fait qu'il n'y a pas de frais cachés, parce que dans ce type de logiciel, il y a souvent beaucoup de frais cachés. Flatlooker, c'est les heures d'ouverture, les plages horaires qui sont hyper importantes. Bref, tous ces petits détails qui peuvent faire qu'un client va y trouver son compte et va pouvoir être sécurisé là-dessus. Et ça crée un avantage concurrentiel pour vous par rapport à l'agence d'à côté. Enfin, le dernier acteur qu'on voulait analyser, parce qu'on voulait aller sur d'autres domaines que la transaction, mais finalement on est retourné sur la transaction. Je voulais vous parler des chasseurs online. Je trouvais intéressant de finir par ces nouveaux types de chasseurs parce que ça représente bien le mal entre guillemets des agents immobiliers. Aujourd'hui, on l'a dit et puis nous on l'a répété ensuite tout au long du process que ce qui est important c'est de rentrer le vendeur. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, mais du coup ils s'occupent pas des acheteurs ou ils les dénigrent et du coup ça crée des opportunités. Après, c'est un mal qui est très franco-français. Parce que quand on voit des acteurs aux États-Unis ou au Canada, les agences immobilières sont souvent organisées avec des entreurs de mandat et avec des sorteurs de mandat. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dédiés à s'occuper des acheteurs. Et c'est ça qui fait aussi la différenciation et qui fait qu'il n'y a pas ce trou qu'il peut y avoir chez nous.
La chasse immobilière, c'était réservé beaucoup pour une prestation de luxe, entre guillemets, ça coûtait cher, et c'était plutôt pour des gens qui avaient les moyens. Et du coup, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il y a des gens qui sont positionnés sur des cibles très précises ou sur le middle market. Et notamment, par exemple, Je rêve d'une maison qui arrive et qui fait de la chasse à 1%. Avec d'autres acteurs comme NetAcheteur qui, eux, fournissent des outils pour les chasseurs, que les chasseurs deviennent des chasseurs 2.0 et puissent être plus performants. Des gens comme MyExpat qui sont allés directement sur les expatriés pour cibler une cible très précise, ou des gens comme Leo Square qui vont s'attaquer aux PME et aux TPE pour leur trouver des bureaux dans la jungle parisienne. Au niveau des caractéristiques des chasseurs immobiliers, la grosse force, c'est qu'ils n'ont qu'un client, l'acheteur. Comme sur les autres tendances, tout à l'heure, c'était le vendeur. Donc, ils peuvent se focaliser là-dessus, avoir un package marketing très simple sur leur site, où au final, il y a juste besoin de remplir un formulaire pour ensuite être mis en contact avec son chasseur. Le processus est clair et surtout, il redonne l'aspect plaisir à l'achat immobilier. Aujourd'hui, acheter un bien immobilier, ce n'est pas un plaisir, c'est plutôt stressant. Et eux communiquent sur cet aspect on va aller faire son shopping de sa maison. Et autre grosse force, c'est l'accès à tout le stock. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est ça la grosse différence. 5 conseils pour s'inspirer des chasseurs pour votre propre business. Premier conseil, c'est en fait ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est réussir à se positionner là où la concurrence n'est pas. Et ça a été la grande force des chasseurs immobiliers, c'est comme personne ne s'occupait vraiment des acheteurs, c'était facile pour eux de tester des choses, de changer de business model. Je rêve d'une maison, ils ont mis 2 ans à développer la technologie, ils ont changé de business model 2 ou 3 fois, ils ont vraiment eu le temps de s'adapter à un marché et de trouver des solutions qui soient hyper pertinentes pour leurs clients. Pareil pour MyExpat, ils étaient tout seuls sur leur tranche de marché et donc ils ont vraiment pu développer des choses et apporter une vraie valeur à leurs clients parce qu'ils ont eu le temps. Donc vous aussi sur votre secteur, regardez ce qu'aucun acteur ne fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais typiquement si jamais personne ne fait de home staging ou si personne ne fait de travaux, n'hésitez pas à aller sur ces sujets-là. Moi, j'ai discuté avec un agent immobilier qui était en Belgique du côté de Charleroi et qui avait intégré les travaux à son process de rentrée de mandat. Et il avait pris en l'espace de 5 ans plus de 60% du marché. Parce qu'en fait, il retapait les maisons et c'était intégré dans son process. Donc, n'hésitez pas à aller là où la concurrence n'est pas. La deuxième chose, c'est ce que disait Florian, c'est de travailler sur l'ensemble du stock. Pour les chasseurs, c'est encore plus vrai parce qu'en réalité, quand un acheteur vient dans une agence immobilière, en tant que professionnel de l'immobilier, vous allez juste lui proposer votre stock à vous. Et du coup, lui, c'est pas ça qu'il veut. Déjà, rien que sur les portails, il a vu qu'il y avait plus de biens que ce que vous lui proposez. Donc, s'il y a un acteur qui arrive et qui lui dit moi, j'ai accès à l'ensemble du stock du marché et je vais vraiment pouvoir te proposer tous les biens qui sont sur le marché, lui, il aura plus tendance à travailler avec quelqu'un qui va lui proposer l'ensemble du stock que quelqu'un qui va lui dire moi, j'ai 12% du marché, donc si tu veux choisir parmi mes 7 biens, tu peux en prendre un. Du coup, une fois qu'on a accès à l'ensemble du stock du marché, il faut faire travailler les algorithmes parce que c'est là où en fait ces acteurs-là, ils ont créé une vraie force et une vraie valeur ajoutée sur le marché. C'est qu'en fait, je prends l'exemple de Je rêve d'une maison, ils ont lancé un outil qui s'appelle ImmoScan et qui scanne l'ensemble des biens du marché et qui les a critérisés selon 200 critères. Les critères, ça va jusqu'au sol, c'est des tomates, il y a des poutres apparentes et compagnie. Et en fait, en critérisant tous les biens immobiliers, ils ont rajouté ces mêmes critères à chaque personne qui a un projet d'achat immobilier. Et en fait, c'est l'algorithme qui met en relation tout de suite le bien immobilier automatiquement. Il y a un être humain qui passe au milieu, mais tout le travail est fait par les algorithmes pour simplifier le travail et automatiser un maximum le travail du professionnel. En fin de compte, ce qui compte pour le client, ce n'est pas tant les algorithmes, la manière, etc. C'est de savoir comment vous allez lui trouver un bien et il faut l'éduquer. Je vous le rappelle, pareil, on n'achète pas une maison tous les 4 matins. Je ne suis pas forcément au courant des différentes étapes du processus immobilier et des timings. MyExpat fait très bien ça sur son site. De façon visuelle, ils montrent les différentes étapes d'un projet immobilier. Ils éduquent le client sur les étapes, sur le timing. Comme ça, il n'y a pas de fausses promesses. Je sais que j'ai tant de temps pour... le processus va durer tant de temps. Donc ça, c'est hyper important que vous soyez transparent sur l'information et que vous aidiez le client à comprendre comment ça va se passer une fois qu'ils vont faire affaire avec vous, quelles vont être les étapes précises pour, pareil, le rassurer. Et puis, ils s'engagent sur les timings aussi. Donc voilà, c'est important et aussi s'engager sur les timings. Mais voilà, c'est comme ça qu'on rassure le client aussi et qu'on crée de la sécurité. Dernier conseil de la présentation, avant une petite conclusion, c'est laisser l'humain au cœur des processus clients.
Pour la chasse immobilière, leur but, c'était à un moment, je pense au début, de squeezer l'humain, que l'algorithme trouve tout seul les acheteurs. Sauf que la réalité, c'est que ces différents acteurs, derrière, il y a tout un tas de salariés. C'est MyExpat, c'est 9 personnes. Je rêve d'une maison. Ils sont constamment en train de recruter ce qu'ils appellent leurs home catchers, qui sont leurs chasseurs immobiliers. C'est pareil pour NetAchter, Flathunter. Donc l'humain sera toujours au cœur de la problématique. C'est juste arriver à les équiper des bons outils pour faire comme la vision de Compass, faire l'agent immobilier 8.0 qui va faire 10 fois plus sur le terrain que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Là, on vous a donné un petit peu tous les conseils. Comme vous l'avez vu, en fait, on est parti des acteurs qu'on a analysés. Et du coup, il y a des conseils qui sont assez proches les uns des autres. C'est plus ou moins fait exprès parce qu'en gros, ils attaquent tous sur la même chose. Et il y a des choses qui sont vraiment importantes et qu'on voulait que vous compreniez. Et du coup, on va finir avec ces quelques conseils pour finaliser cette conférence. Recruter et garder les meilleurs talents en interne. Et ça passe par payer mieux ses négociateurs, payer mieux ses managers, augmenter les commissions. Aujourd'hui, KW, quand on arrive à un certain niveau de chiffre d'affaires, on a 100% de la commission dans sa poche. C'est hyper important. C'est comme ça que vous éviterez que les gens tournent dans les différentes agences ou partent chez les mandataires. Investissez dans la techno. Bon, vous êtes au Rennes, donc a priori, vous avez compris ça, mais investissez-y vraiment de l'argent, mais aussi du temps, pour vraiment améliorer les agents immobiliers. Après, si vous partez à la retraite dans 5 ou 10 ans, pas de souci, vous arriverez toujours à tenir jusque-là. Mais pendant ce temps-là, ceux qui ont vraiment investi intelligemment dans la techno, ils vont être 2 fois plus performants, 3 fois plus performants, 4 fois plus performants, et à un moment, vous serez plus concurrentiel et vous aurez plus de business, donc investissez dans la techno. Augmentez vos budgets marketing et communication. Combien je vois d'agents immobiliers qui cherchent à resserrer les coûts, à gratter des dépenses par-ci, par-là? Non. Mesurez le ROI de vos actions de communication et sur ce qui marche, vous mettez 30% de budget en plus. C'est comme ça qu'on prend un marché. Ce n'est pas en cherchant à optimiser 1% ou 2% de dépenses par-ci ou par-là. Ensuite, c'est la collaboration. La collaboration, c'est un point qui est très, très important. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fou dans l'immobilier, c'est que vous avez des espèces de guerres internes dont on parle depuis des années sur le fait que vous ne voulez pas travailler avec les autres à cause du mandat simple, à cause du mandat exclusif. Moi, je discutais avec un agent immobilier au Québec qui me disait « Vous, agent immobilier en France, vous avez énormément de chances à nous apprendre sur les techniques commerciales, mais si vous ne collaborez pas et que vous ne bossez pas avec du MLS ou de l'intercabinet, vous êtes mort dans 5 ans. » Donc voilà la vision de quelqu'un qui collabore, et c'est une réalité parce qu'il y a des mecs qui arrivent fort sur le marché. Résolvez en priorité les problèmes de vos clients, pas les vôtres. Le mandat simple, la géolocalisation, tous ces trucs, ça fait 10 ans avec Vincent qu'on est là. C'est tout le temps les mêmes batailles depuis 10 ans sur des problématiques qui sont des problématiques de la profession et qui améliorent en rien l'expérience client. Donc battez-vous pour les problématiques clients plus que pour vos propres problèmes. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est qu'au final, les gens qui arrivent et qu'on vous a présentés, ils résolvent les problèmes de vos clients. Mais n'ayez pas peur de cette concurrence qui arrive. Parce que tous ceux qu'on a vu arriver en voulant automatiser tout ce qu'un agent immobilier peut faire, au final, il est revenu à un moment sur l'humain. Et ils n'ont pas encore trouvé le système parfait. Ils ne le trouveront pas. Pardon ? Ils ne le trouveront pas. Donc l'humain reste au centre vraiment de l'immobilier. Donc capitalisez sur vos forces à vous et inspirez-vous des meilleurs au lieu d'en avoir peur pour vraiment booster votre business et bloquer la place, parce que si l'expérience client elle est parfaite, il n'y a aucune raison qu'on vienne vous voler vos clients. Merci à tous.